L'infirmière a été humiliée pour avoir pris soin d'un homme dans le coma sans savoir qu'il était millionnaire. Le craquement discret des chaussures de Claire Moreau résonnait sur le linoléum gris du couloir principal de l'hôpital public de Lyon. C'était un bâtiment ancien dont les murs blafards, parsemés d'affiches d'informations sanitaires, ne parvenaient pas à masquer la fatigue d'un lieu qui ne dormait jamais. Les néons clignotèrent parfois comme des battements irréguliers d'un cœur épuisé. Claire, 30 ans, portait son uniforme blanc avec une rigueur sans ostentation. Ses cheveux châtain clair étaient toujours réunis dans un chignon sobre, et ses yeux, d'un vert pâle, observaient chaque détail autour d'elle avec la vigilance de quelqu'un pour qui chaque geste pouvait signifier la différence entre le soin et l'oubli. Elle n'était pas une infirmière comme les autres, disaient certains. Trop douce, trop engagée, trop humaine. Dans un service souvent écrasé par la routine, l'urgence et le manque de personnel, sa manière de poser une main apaisante sur l'épaule d'un patient ou de murmurer un mot d'encouragement en changeant une perfusion était parfois perçue comme une étrangeté. Les collègues la respectaient pour sa compétence, mais la raillaient en silence. Pour eux, elle ne survivrait pas longtemps dans cet univers si elle continuait à croire que l'on pouvait sauver le monde avec de la compassion. Ce matin-là, alors qu'elle vérifiait les doses d'anticoagulants dans l'armoire sécurisée du service de soins intensifs, l'arrivée d'un nouveau patient attira l'attention de tout le personnel. Il s'agissait d'un homme entre 40 et 45 ans, transféré d'un petit hôpital rural après un accident encore non élucidé. Il était arrivé sans papier, sans téléphone, sans effet personnel, inconscient. Aucun proche ne s'était manifesté, aucun nom n'était rattaché à lui. Il n'était qu'un corps entre la vie et la mort, attribué à la chambre isolée qu'on appelait ici la pièce du fond, celle qu'on réservait aux cas les plus délicats. Claire, en consultant les notes de transfert, nota l'absence totale d'antécédents médicaux, à l'exception d'une fiche mentionnant une chirurgie cardiaque récente. Le nom du chirurgien avait été rayé, comme si quelqu'un avait voulu effacer cette trace. L'homme portait encore une alarme médicale vide au poignet et à sa main gauche, une alliance en platine, massive, décorée discrètement d'un symbole gravé à l'intérieur, 2 lettres entrelacées, L et D. C'était la seule piste d'identité. Le médecin responsable du service haussa les épaules. « Un cas sans avenir », murmura-t-il à Claire. « Pas de réaction aux stimuli, pas de famille, rien. On le garde sous observation quelques jours, mais il finira transféré dans un établissement de soins de longue durée. » Cette désinvolture mit Claire mal à l'aise. Elle savait ce que signifiait cette phrase. Le patient allait être oublié dans un lit froid, dans un autre bâtiment, parmi d'autres silhouettes silencieuses qu'on ne visite jamais. Contre toute attente, elle se proposa immédiatement pour suivre le cas. Cela provoqua quelques ricanements autour de la salle de repos. Bien sûr, Claire la compatissante va encore s'enticher d'un inconnu. Tu vas lui faire la lecture. Aussi, ironisa l'un des infirmiers en rangeant des seringues. Elle se contenta d'un demi-sourire et retourna à son travail. Elle avait appris depuis longtemps que les gestes discrets étaient les plus efficaces. Les discours ne changeaient rien. Ce qu'elle pouvait offrir, c'était du temps, de l'attention, et une humanité que les autres semblaient avoir mise sous clé pour survivre dans cet univers implacable. Ce jour-là, après sa tournée, Claire entra dans la chambre du patient. Anonyme! Le silence y était presque oppressant, brisé seulement par le bip lent du moniteur cardiaque. Elle approcha du lit, observa le visage de l'homme. Il avait une mâchoire nette, les traits tirés mais réguliers, et des cils étonnamment longs. Le genre d'homme qu'on imaginait vêtu d'un costume sur mesure, pas allongé, inerte, branché à une machine. Elle réarrangea les draps, nota quelques données sur la fiche médicale, puis resta là quelques secondes de plus que nécessaire. Ce n'était pas un geste calculé, juste une intuition. Quelque chose chez cet homme, malgré son silence total, appelait la présence d'autrui. Elle ignorait quoi exactement, mais elle répondit à cet appel, sans réfléchir. Le soir même, elle apporta un petit bouquet de lavande séchée et le plaça dans un vase transparent près de la fenêtre. « On ne sait jamais », murmura-t-elle, presque pour elle-même. Puis elle sortit un vieux livre de sa sacoche, un roman de Balzac qu'elle lisait par fragments depuis des années, et s'installa sur la chaise près du lit. Sa voix douce résonna dans la pièce, tandis que dehors, la ville s'assombrissait, lentement sous les lumières tamisées des réverbères. Les jours suivants, elle continua ce rituel. Quelques pages lues chaque soir,
une fleur fraîche chaque semaine. Parfois, un peu de musique classique sur un petit haut-parleur. À ses yeux, même le coma méritait une forme de dignité. Ce qu'elle ne remarquait pas, c'était que les regards de ses collègues devenaient plus appuyés, plus sceptiques. Elle entendait leurs remarques au détour d'un couloir. « Elle est amoureuse de son légume », lança un interne un soir, pensant qu'elle était hors de portée. Claire ne répondit pas. Elle n'avait jamais eu besoin de leur approbation pour continuer à faire ce qui lui semblait juste. Un matin, en changeant les pansements du patient, elle remarqua que la cicatrice de sa poitrine était différente de celle qu'elle avait. Feuille d'ordinaire, trop nette, trop fine, un travail de précision probablement réalisé dans une clinique privée de haut niveau. Cela contrastait avec l'idée qu'il venait d'un petit hôpital rural. Une première alarme s'alluma dans son esprit, mais elle l'écarta. Pour l'instant, ce qui importait, c'était qu'il soit propre, soigné, entouré. Le reste viendrait peut-être plus tard, ou pas. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que ce patient sans nom, cette silhouette silencieuse que personne ne réclamait, allait bouleverser chaque centimètre de sa vie, chaque certitude qu'elle croyait acquise, chaque lien qu'elle entretenait avec le monde qui l'entourait. Et que tout commençait ici, dans cette chambre banale, avec un simple bouquet de lavande et la voix d'une femme lisant Balzac à un homme qui ne pouvait pas l'entendre. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Les jours passaient sans que le moindre signe de réveil n'apparaisse chez le mystérieux patient. Claire poursuivait pourtant, avec la régularité d'un métronome, ses visites silencieuses. Elle parlait peu de lui au personnel, mais chaque fois qu'elle entrait dans sa chambre, elle réinstaurait une atmosphère de présence, comme si quelqu'un était véritablement là pour écouter, ressentir, exister malgré l'inconscience apparente. Un matin, alors qu'elle remplaçait le linge de lit, ses doigts glissèrent accidentellement sur la main de l'homme et frôlèrent la surface lisse de l'alliance. Le métal était froid, presque glacial, mais sa finesse et la gravure complexe suggéraient un bijou hors de prix. Ce détail qu'elle avait remarqué dès le premier jour commença à l'intriguer plus profondément. Quel genre d'homme portait une telle alliance, mais se retrouvait seul, inconnu, oublié sur un lit d'hôpital public, sans personne pour réclamer sa présence. En observant plus attentivement les bras du patient, elle remarqua d'autres, signes discrets, que personne ne semblait avoir relevés. Une légère pigmentation sur la clavicule droite, semblable à une vieille ecchymose, et des cicatrices précises à peine visibles, symétriques, comme issues d'un protocole médical, rare. Chaque élément renforçait le sentiment étrange que cet homme n'était pas un patient ordinaire. Mais plus elle manifestait d'intérêt, plus elle attirait les regards ironiques de ses collègues. Dans la salle de pause, les conversations commencèrent à se teinter de sarcasme mal dissimulé. « Notre infirmière a trouvé un prince charmant », souffla une aide-soignante en versant du café. « Elle croit peut-être qu'en lui racontant des poèmes, il va se lever et l'embrasser. » Les rires étouffés ne manquèrent pas de résonner, mais Claire, habituée à ces humiliations sourdes, resta impassible. Pourtant, l'atmosphère changeait. Ce n'était plus une simple raillerie. On parlait désormais d'elle avec une forme d'exaspération croissante, comme si son dévouement devenait une provocation. Un soir, après son service, elle apporta un petit lecteur audio dans la chambre. Elle avait sélectionné quelques morceaux de musique classique. Satie, Debussy, Ravel. Des pièces douces, éthérées, capables selon certaines études de stimuler l'activité cérébrale chez les patients comateux. Elle régla le volume au minimum et plaça le petit appareil près de l'oreiller. Tandis que les notes s'égrenaient, elle observa attentivement le visage du patient. Aucun mouvement, aucun signe. Mais une conviction étrange la poussait à continuer. Il entendait quelque part, il sentait même s'il ne pouvait répondre. Lorsqu'un collègue découvrit le lecteur quelques jours plus tard, la réaction fut immédiate. « Tu crois vraiment qu'il a besoin de musique? Il n'a même pas de nom, Claire. Tu dépenses ton énergie pour un fantôme. » Elle ne répondit pas. Mais ce soir-là, elle comprit que ses gestes, auparavant tolérés, devenaient maintenant des anomalies dérangeantes. Un soir, en sortant de la chambre, elle surprit deux infirmières chuchotant dans le couloir. « Elle est obsessionnelle. On devrait en parler à la supervision, elle dépasse les limites. » Les mots la frappèrent plus durement qu'elle ne l'aurait cru. Pourtant, elle ne plia pas. Elle savait qu'un fil invisible la liait à cet inconnu et qu'il fallait continuer à suivre cette intuition. Un matin pluvieux, alors qu'elle nettoyait une plaie superficielle sur l'abdomen du patient,
elle sentit une résistance dans les pansements internes. Intriguée, elle ajusta la lumière et découvrit une autre cicatrice, cette fois verticalement, alignée sur le flanc gauche. Une chirurgie de précision récente, faite avec un matériel que seuls les blocs opératoires privés pouvaient se permettre. Cela contredisait le rapport initial qui indiquait un hôpital rural modeste comme point de départ du transfert. L'énigme s'épaississait. Elle nota ces éléments dans un carnet personnel, refusant de les inscrire dans le dossier officiel, de peur qu'ils soient effacés ou ignorés. C'est à ce moment-là que l'atmosphère changea radicalement. Claire sentit les regards devenir lourds, presque accusateurs. Sa présence près du patient, autrefois ignorée, était désormais observée, chronométrée. Un interne, fraîchement diplômé, osa même lui dire « Ce n'est pas sain, Claire. Il faut que tu prennes du recul. Ce patient n'a personne. C'est triste, mais tu ne peux pas le ressusciter avec ta volonté. » Elle resta silencieuse, mais quelque chose en elle se durcit. Elle ne reculerait pas. Malgré tout, elle continua. Un matin, elle apporta un roman différent, un recueil de nouvelles de Maupassant, et lut à voix haute, comme chaque jour. Elle modifiait parfois le ton, glissant une émotion ici, un soupir là, comme pour transmettre quelque chose à cet homme, figé. Dans l'ombre, les murmures reprenaient. On l'appelait désormais la fée des comateux, parfois l'infirmière de contes de fées. Les surnoms, d'abord susurrés, devinrent des étiquettes dans les rapports internes. Même la surveillante du service, habituellement neutre, lui fit une remarque glaciale. « On soigne des corps ici, Claire, pas des âmes. » Ces mots restèrent en elle comme une gifle silencieuse. Pour Claire, la frontière entre le corps et l'âme n'était pas aussi claire. Elle ne voyait pas un patient, mais un homme enfermé dans une prison invisible. Et, si personne ne frappait à sa porte, il ne reviendrait jamais. Alors elle continuait, même si cela la marginalisait. Ce fut précisément cette fidélité discrète qui la fit remarquer. Un jour, alors qu'elle ajustait la perfusion, elle sentit une infime pression sur sa main. Une réaction minime, presque imperceptible. Un spasme ou un frémissement. Elle n'en était pas certaine. Elle attendit. Rien ne suivit. Le silence reprit sa place souverain. Elle n'en parla à personne, mais elle inscrivit cette observation dans son carnet personnel, au crayon fin, entouré d'un cercle discret. Au fond d'elle-même, elle savait que cette histoire n'était pas seulement une affaire médicale. Quelque chose de plus profond, de plus insidieux, se dissimulait derrière cette façade d'inconscience. Et tandis que les autres la regardaient, avec moquerie ou lassitude, elle se sentait de plus en plus liée à cet homme. Pas par pitié, pas par romantisme, mais par la certitude étrange et irrationnelle qu'il n'était pas ici par hasard, et que le silence qui l'entourait n'était pas un oubli, mais une volonté. La routine du service reprenait son cours, entre les appels urgents, les alarmes de moniteurs et les soupirs de fatigue des équipes à bout de souffle. Dans ce chaos ordonné, la chambre du patient inconnu demeurait un îlot d'étrangeté. Claire continuait à y pénétrer chaque jour, avec une régularité presque religieuse. Elle avait appris à contourner les regards, à ignorer les allusions, et à se fondre dans une sorte de silence intérieur qui lui permettait de maintenir son lien ténu avec cet homme endormi. Rien, pourtant, ne semblait évoluer en surface. Le patient restait immobile, ses paupières closes, son souffle régulier trahissant une activité cérébrale stable, mais toujours passive. Jusqu'à ce matin d'octobre, où l'ordre tranquille de ses visites fut soudainement perturbé. Il était 9h45 lorsque Claire sortit de la salle de soins pour regagner la chambre du patient. À quelques mètres de la porte, elle aperçut un homme immobile dans le couloir, vêtu d'un costume sombre taillé sur mesure. Il semblait hors de place, non seulement par son allure impeccable, mais aussi par l'expression de son visage. Une crispation mêlée d'alerte, comme si son corps tout entier cherchait à dissimuler une émotion incontrôlable. Il tenait une mallette de cuir brun et son regard était rivé sur le numéro de la chambre. Lorsque Claire s'en approcha, il fit un pas en arrière, puis un autre, comme surpris de sa présence. Elle croisa ses yeux, sombres, fiévreux, et lui adressa un salut poli, mais il recula d'un geste sec et tourna les talons avec une précipitation presque grotesque. Intriguée, elle le suivit discrètement jusqu'à l'ascenseur, mais il disparut avant qu'elle ne puisse le rattraper. Aucun badge d'identification, aucun enregistrement au poste d'accueil. Rien.
De retour à la chambre, elle observa longuement le patient comme pour y déceler une trace de cette étrange apparition. Rien n'avait changé. Pourtant, une tension s'était installée dans l'air indéfinissable, mais bien réel. Claire tenta de signaler cet incident à la supervision. Elle exposa calmement ce qu'elle avait vu, insistant sur le comportement suspect de l'homme et sa fuite inexpliquée. La responsable de jour, une femme sèche et méthodique, écouta sans interrompre, puis haussa les épaules. « Claire, tu passes trop de temps avec ce patient. Tu commences à projeter des choses. Ce genre d'homme en costume traîne ici, tout le temps. Probablement un fournisseur, un représentant médical. » Mais Claire savait qu'il ne s'agissait pas d'un commercial. Ce regard, cette stupeur figée, n'appartenait pas à un inconnu croisant par hasard un lit quelconque. Elle en était sûre. Plus troublée que jamais, elle retourna à son poste, tentant de se concentrer sur ses autres patients. Mais ses pensées dérivaient inlassablement vers l'homme au costume. Elle se remémora chaque détail. La montre, en or au poignet, le discret logo brodé à l'intérieur de la veste, à peine visible lorsque le tissu s'était tendu dans sa fuite. C'était une marque rare, portée seulement par les cercles les plus fermés de l'élite financière parisienne. Cela ne collait pas avec l'histoire officielle du patient, prétendument issu d'un hôpital provincial. Plus elle y pensait, plus le doute s'installait. Le lendemain, elle revint plus tôt que prévu et demanda à l'agent de sécurité de l'accueil s'il avait remarqué un visiteur la veille au matin. L'homme haussa les épaules. Aucun enregistrement, aucun badge scanné. Cela renforça son malaise. Quelqu'un avait réussi à entrer dans un hôpital sécurisé sans laisser de traces, s'était approché du patient inconnu, puis avait fui à la première interaction. Pourquoi? Et surtout, qui était-il? De retour dans la chambre, Claire observa longuement la silhouette inerte du patient. Les mains croisées sur le drap, la poitrine se soulevant à un rythme régulier, le visage parfaitement rasé. Elle avait toujours noté la précision presque clinique avec laquelle il était maintenu en état. Cela ne ressemblait pas aux soins habituels d'un hôpital public en sous-effectif. Quelqu'un, quelque part, s'assurait qu'il reste présentable, intact comme une figure importante à préserver malgré l'oubli. L'homme en costume venait-il vérifier que cela restait le cas? Était-il lié à cette curieuse maintenance discrète? L'après-midi même, Claire tenta une nouvelle approche. Elle interrogea la secrétaire médicale sur les dossiers de transfert du patient. Mais on lui répondit que les documents étaient scellés par ordre de la direction pour cause de confidentialité renforcée. Une procédure rarissime dans un hôpital public. Lorsqu'elle insista, elle reçut une réponse froide. « Claire, ce dossier n'est pas de ton ressort. Concentre-toi sur tes tâches. » Ce fut la première fois qu'elle sentit une barrière réelle, tangible, s'ériger contre elle. Et pourtant, au lieu de la décourager, cette opposition attisa sa détermination. Quelque chose de caché se tramait. Elle le sentait comme une pulsation sous-jacente. Le patient n'était pas seulement un inconnu, il était protégé, surveillé, contrôlé, peut-être même gardé en état de coma pour une raison précise. Une idée terrifiante naquit alors dans son esprit. Et si cet homme n'était pas victime d'un accident, mais d'une volonté délibérée de le faire disparaître? Cette pensée la hanta toute la nuit. Elle fit des recherches sur les bases de données de personnes disparues, comparant des visages, des signes distinctifs. Mais rien ne correspondait. Le mystère restait entier. Le lendemain, elle retourna dans la chambre avec une nouvelle intensité dans le regard. Elle commença à fouiller discrètement les effets personnels, ceux qu'elle avait pu conserver. Le drap taché d'un infime résidu de sang, une ancienne compresse partiellement marquée d'un numéro de lot, et surtout, la bague. Elle l'étudia de nouveau, cette fois avec une loupe empruntée au laboratoire. Les lettres gravées à l'intérieur étaient entourées de minuscules symboles géométriques. Pas des lettres, des caractères techniques. Elle nota tout dans son carnet, décidée à les décrypter. Alors qu'elle quittait la pièce, elle croisa le regard de l'interne qui la fixait depuis le bout du couloir. Il ne dit rien, mais son expression était différente, pas moqueuse, méfiante. Comme s'il savait ou pressentait que Claire s'approchait trop près de quelque chose qu'elle n'aurait pas dû toucher. Un frisson la parcourut. Elle n'était plus seulement observée, elle était surveillée. Les jours suivants furent marqués par une transformation silencieuse mais décisive dans l'attitude de Claire. Ce n'était plus seulement l'intuition d'une infirmière attentive qui la guidait,
mais une suspicion tenace, enracinée par les détails accumulés et par le regard paniqué de l'homme en costume. Elle commença à organiser ses quarts de travail avec plus de stratégie, utilisant ses pauses pour consulter les archives numériques internes, prétextant des vérifications de routine ou des mises à jour de protocole. Elle savait que ces actions frôlaient les limites de l'autorisation, mais quelque chose en elle refusait de s'arrêter. Ce patient, que tout le monde traitait comme une silhouette sans importance, représentait une anomalie que son instinct professionnel ne pouvait ignorer. Un après-midi, après avoir terminé la surveillance d'un traitement sous perfusion, Claire prit l'ascenseur jusqu'au sous-sol, où étaient archivés les anciens formulaires de transfert et les rapports d'ambulance. Elle fouilla parmi les boîtes classées par date, cherchant celles correspondant au jour où l'homme avait été admis. Après presque une heure, elle mit la main sur une enveloppe contenant un rapport partiel, un transfert urgent, sans consentement signé, ordonné par un établissement rural dont le nom avait été biffé à l'encre noire. Ce détail, étrange, en soi, trahissait une volonté manifeste d'effacer les origines du dossier. À la fin du rapport, une signature illisible et un tampon médical sans identification claire confirmaient ses soupçons. Ce patient n'était pas un cas standard. Il avait été introduit dans le système par une porte dérobée. Elle fit des copies de ses documents et les rangea dans un classeur personnel qu'elle commença à dissimuler chez elle. Ce fut le début d'un double quotidien. D'un côté, la routine de soins, les bilans, les toilettes médicales et les procédures de surveillance. De l'autre, la traque lente d'une vérité cachée derrière des rideaux administratifs opaques. Chaque soir, en rentrant dans son petit appartement du quartier Montplaisir, elle étalait ses notes sur la table de la cuisine, comparant les noms, les anomalies, les correspondances entre numéros de lot, cicatrices, matériels médicaux et mentions réglementaires. Son isolement, déjà notable, s'accentua rapidement. Les collègues commencèrent à s'éloigner. Les pauses café se faisaient sans elle. Les discussions s'interrompaient à son approche. On disait qu'elle perdait pied, qu'elle se croyait détective, que son obsession pour l'homme sans nom devenait malsaine. Sa superviseuse, Madame Fournier, la convoqua dans son bureau et lui fit part de ses inquiétudes. « Claire, ce que tu fais n'est pas professionnel. Ce patient mérite des soins, oui, mais tu es en train de franchir une ligne. Il faut que tu prennes de la distance, pour ton propre bien. » Claire acquiesça poliment, mais ne céda rien. À l'intérieur, elle se raidissait. Personne ne semblait vouloir savoir. Tout le monde préférait le silence à la complexité. Un soir, en naviguant sur un forum médical confidentiel utilisé par des professionnels de santé pour échanger des informations sensibles, elle posta anonymement une description clinique de son patient, omettant les détails identifiants. À sa surprise, une réponse rapide arriva. Un ancien technicien hospitalier reconnut la description d'une procédure chirurgicale rare, utilisée exclusivement dans des cliniques de luxe à Genève et à Londres. L'homme la mit sur une piste. Certaines entreprises de sécurité privée, lorsqu'elles craignaient pour la vie de leurs dirigeants, finançaient des protocoles de mise en coma médical artificiel dans des conditions spécifiques, en dehors des circuits réglementés. Une rumeur parmi les initiés parlait d'un protocole baptisé Ouroboros. Le mot résonna étrangement dans l'esprit de Claire. Elle l'ajouta à son carnet de notes, encerclé, souligné, suivi d'un point d'interrogation. Ce terme ouvrit une brèche. Elle chercha des liens entre ce protocole et les initiales gravées sur la bague du patient. L et D. Une hypothèse germa, aussi folle qu'inattendue. Elle se souvint du nom murmuré par un vieil urgentiste dans une conversation informelle des mois plus tôt. Lucien Delacroix. Un maquia de la sécurité numérique, porté disparu 3 ans auparavant, après avoir vendu son empire technologique pour une somme astronomique, avant de disparaître dans le silence le plus total. L'homme avait été soupçonné de malversation financière, mais aucune preuve n'avait jamais émergé. Les médias l'avaient oublié, classé dans la rubrique des mystères irrésolus du monde économique. Claire fit une recherche rapide. Une photo ancienne, floue, apparut sur l'écran de son ordinateur. Les traits étaient similaires, plus vieillis aujourd'hui, mais elle sentit une résonance immédiate. L'idée semblait absurde, mais elle n'était plus seule dans cette folie. Les signes s'alignaient un à un. Elle décida de franchir une étape supplémentaire,
elle contacta, via un réseau sécurisé, un ancien journaliste d'investigation connu pour ses reportages sur les élites financières. Elle lui écrivit sous pseudonyme, décrivant les faits, les indices, les anomalies. Elle n'espérait pas de réponse rapide, mais le message fut lu, et quelques heures plus tard, elle reçut une réponse laconique. « Rendez-vous discret, pas ici, pas par téléphone, laissez-moi voir le visage. » Elle accepta. C'était risqué, mais elle n'avait plus confiance dans les circuits habituels. L'hôpital se refermait autour d'elle comme une toile d'araignée. Entre-temps, Madame Fournier redoubla ses remarques. Claire fut déplacée sur les horaires de nuit. On lui interdit formellement de passer plus de 10 minutes consécutives dans la chambre du patient, sauf en cas de nécessité clinique. La part. Mesure était déguisée sous prétexte de répartition équitable du personnel, mais elle comprit immédiatement. On voulait l'éloigner. On voulait rompre le lien. Les ordres ne venaient pas d'en bas. Quelqu'un d'autre avait décidé qu'elle en savait trop. Mais Claire, désormais, ne suivait plus les règles imposées. Elle travaillait en silence, respectait les apparences, mais chaque nuit, elle trouvait un moyen d'approcher la chambre, une fois sous prétexte de surveiller les constantes, une autre pour réajuster une perfusion. Elle continuait à observer, à noter, à chercher, et plus elle avançait, plus l'évidence s'imposait. Ce patient n'était pas ici par hasard. Il avait été placé, caché, peut-être même neutralisé. Le monde autour d'elle se refermait, mais son esprit, lui, s'élargissait. Elle ne cherchait plus une vérité médicale, mais une vérité humaine. Et elle savait, au fond d'elle-même, qu'en continuant, elle s'exposait. Mais elle ne pouvait plus reculer. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'elle avait vu. Le vent froid de novembre s'insinuait dans les moindres interstices de l'hôpital, poussant les fenêtres à grincer comme des soupirs fatigués. Claire, reléguée au tour de nuit depuis la mise en place des nouvelles consignes, trouvait, dans le silence de ces heures, une opportunité inattendue. La liberté d'agir à la marge. Moins surveillée, elle parvenait à organiser des passages discrets dans la chambre de l'homme sans nom, profitant des couloirs vides et des regards endormis du personnel de nuit. Ce fut lors d'une de ces rondes clandestines, aux alentours de 3 heures du matin, qu'elle fit une découverte qui allait bouleverser une fois de plus sa perception des faits. Alors qu'elle nettoyait la peau du patient pour changer les pansements liés à son ancienne opération thoracique, son regard fut attiré par une légère irrégularité à l'intérieur du bras gauche, juste au-dessus du coude. Ce n'était ni une cicatrice, ni une trace de piqûre habituelle, mais une sorte de tatouage discret, presque invisible à l'œil nu, constitué de chiffres et de lettres en minuscules, dans une typographie technique, comme gravée par une machine de précision. Elle approcha une petite lampe et observa. La peau portait la mention C8704LLD. Ce n'était clairement pas un tatouage esthétique, mais un marquage à finalité fonctionnelle, probablement utilisé dans des contextes industriels ou scientifiques. Ce code, cette suite étrange éveilla une intuition foudroyante. Elle nota la séquence dans son carnet, referma soigneusement la chemise du patient, puis quitta la chambre sans bruit. De retour à son poste, elle profita d'un moment de répit pour interroger plusieurs bases de données via des forums sécurisés auxquels elle avait accès. Après plusieurs tentatives infructueuses, elle tomba sur un ancien document technique datant de plus de 15 ans, appartenant à une entreprise française disparue depuis longtemps. Sentinellis, une société spécialisée dans les systèmes de sécurité biométrique avancée. Le code qu'elle avait trouvé correspondait à une série de dispositifs expérimentaux implantés dans le cadre d'un programme de protection d'élites financières, programme abandonné après une série de scandales juridiques et la vente de l'entreprise à un consortium étranger. Cette coïncidence renforça son malaise. Claire, qui jusque-là avait pensé être face à un cas isolé, comprenait maintenant que ce patient était lié à une structure complexe, ancienne, soigneusement dissimulée sous des couches de silence et de données effacées. Ce n'était pas un homme parmi d'autres. Il appartenait à une caste pour qui l'anonymat pouvait être une stratégie de survie. Et surtout, l'abréviation LD en fin de code la ramenait une fois de plus à l'hypothèse de Lucien Delacroix. Elle décida de relancer le journaliste avec qui elle avait échangé auparavant. Cette fois, elle lui proposa une rencontre physique. Ils se retrouvèrent dans un café modeste près de la Part-Dieu, à l'abri des regards. L'homme, la cinquantaine, portait une barbe naissante et des lunettes épaisses. Il écouta les éléments présentés par Claire sans l'interrompre.
Lorsqu'elle lui montra la séquence du tatouage et le document de Sentinellis, il pâlit, visiblement. « Ce que tu tiens là, murmura-t-il, pourrait être la dernière preuve de l'existence du projet Synapse, un programme fantôme dont on pensait qu'il n'avait jamais été appliqué. » Claire sentit un frisson lui traverser l'échine. Le journaliste expliqua alors que Lucien Delacroix avait été l'un des investisseurs principaux de Sentinellis avant sa disparition. Officiellement, il s'était retiré de la vie publique pour raison de santé. Officieusement, certaines sources affirmaient qu'il s'était volontairement effacé du monde afin d'échapper à une guerre économique interne menée par ses propres partenaires. Le lien devenait impossible à ignorer. Le visage du patient, ses cicatrices, son tatouage, sa bague. Chaque pièce formait le contour d'une identité que l'on tentait d'effacer. Le journaliste accepta de venir observer l'homme par lui-même. Claire, bien que consciente du danger, organisa sa venue à l'hôpital par une entrée secondaire utilisée par les services techniques. Le soir convenu, elle le guida jusqu'à la chambre, où il resta figé quelques instants, comme frappé d'un choc viscéral. Il approcha lentement du lit, observa les traits du patient, puis murmura « C'est lui, mon Dieu, c'est vraiment lui ». Claire sentit son cœur se serrer. L'identification était désormais plus qu'une supposition. C'était une quasi-certitude, mais il n'était pas seul. 2 jours plus tard, Claire reçut une convocation officielle de la direction de l'hôpital. On l'accusait d'avoir enfreint plusieurs protocoles de sécurité, d'avoir manipulé des données confidentielles et, plus grave encore, d'avoir introduit une personne étrangère dans un secteur restreint. Sa défense fut balayée. Personne ne voulut entendre ses explications. La sanction tomba, suspension provisoire sans solde pour comportement inapproprié et mise en danger de la confidentialité des patients. En sortant du bureau de la direction, elle sentit le monde se refermer sur elle. Les murs autrefois familiers de l'hôpital devenaient hostiles. Les regards autrefois moqueurs étaient désormais teintés d'une forme de crainte. Elle comprit que quelqu'un quelque part avait déclenché une alarme. Elle approchait trop près de la vérité, et cette vérité dérangeait. Le soir, même, elle tenta de se connecter au dossier médical du patient depuis chez elle, mais son accès avait été révoqué. Pire encore, elle apprit par une collègue que tous les documents associés au patient avaient été retirés du système, transférés sous un nouveau numéro de code, inaccessible même au chef de service. La chambre avait été isolée. Des consignes spéciales avaient été données. Plus de visites non autorisées, pas de questions, pas de rapports. Claire, debout dans sa cuisine, observant le reflet de la lampe dans la vitre, comprit qu'elle était devenue une menace. Mais elle savait également que si elle arrêtait maintenant, cet homme serait perdu à jamais. Ce qu'on cherchait à faire, ce n'était pas seulement l'enterrer vivant dans un coma sans fin. C'était effacer sa mémoire, son histoire, son humanité. Elle se tourna alors vers le journaliste et lui demanda « Tu crois qu'on peut le sauver ?» Il la regarda longuement. « Si tu es prête à aller jusqu'au bout, oui. Mais il va falloir courir plus vite que ceux qui veulent qu'il reste endormi. » Claire hocha lentement la tête. Elle n'avait plus de poste, plus de salaire, plus de sécurité. Mais elle avait une mission, et elle n'abandonnerait pas. Pas maintenant. Pas après avoir vu ce que personne d'autre n'osait regarder. La suspension de Claire ne fut pas simplement une mesure disciplinaire. Ce fut une sentence d'isolement. En quelques heures, elle fut effacée du système de l'hôpital, comme si elle n'y avait jamais travaillé. Son badge désactivé, son accès au dossier verrouillé, ses collègues invités à ne plus communiquer avec elle, sans autorisation de la direction. Les murs de cet établissement où elle avait passé près de 10 ans de sa vie, où elle avait accompagné des centaines de patients, se refermèrent sur elle comme un bastion inaccessible. Mais ce n'était pas la première fois qu'on tentait de l'effacer. Et cette fois, elle refusa de disparaître. De retour chez elle, elle transforma son modeste appartement en quartier général improvisé. Les notes, les photos, les extraits de dossiers, les captures d'écran, tout fut trié, scanné, classé. Elle commença à constituer un dossier complet sur le patient, maintenant identifié à 70% comme étant Lucien Delacroix. Le journaliste avec qui elle collaborait, désormais plus impliqué, lui apportait des données historiques, des anciens contacts du monde, de la sécurité privée, des informations sur les anciens actionnaires de Sentinellis et leurs manœuvres après la vente de l'entreprise. Ensemble, ils tracèrent les contours d'un complot de disparition volontaire,
mais guidés par des intérêts puissants. Lucien n'avait pas été enlevé. Il avait été mis en sommeil avec l'aide de son propre cercle. Et aujourd'hui, certains ne voulaient pas qu'il se réveille. Pendant ce temps, à l'hôpital, une campagne souterraine de discrédit était lancée contre Claire. Des rumeurs circulaient. Elle aurait manipulé les soins du patient, falsifié des dossiers, menti à la direction, introduit des éléments extérieurs dangereux. On la traitait de déséquilibrée, d'obsédée, d'ancienne employée instable. Certaines infirmières racontaient à voix basse qu'elle avait été amoureuse de l'homme dans le coma. D'autres, plus cruelles, insinuaient qu'elle s'était inventé un rôle de sauveuse pour combler un vide affectif. Le but était clair, faire d'elle une caricature, un personnage extravagant dont la parole pouvait être écartée sans dommage. Un jour, alors qu'elle faisait des recherches dans une bibliothèque municipale, Claire reçut un message anonyme sur une messagerie sécurisée qu'elle utilisait uniquement pour sa correspondance avec le journaliste. Le message ne comportait qu'une phrase « On sait ce que tu fais, arrête ». Elle resta figée, le regard planté sur l'écran, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était plus une hypothèse. Elle était observée. Et si elle continuait, les représailles pourraient devenir physiques. Mais cette peur n'engendra pas la fuite. Elle décida plutôt d'accélérer. Elle tenta alors de prendre contact avec d'anciens employés de Sentinellis. La plupart refusèrent de répondre. D'autres prétendirent ne pas se souvenir. Mais l'un d'eux, un ingénieur en cybersécurité maintenant retraité, accepta une conversation téléphonique codée. Lorsqu'elle lui parla du tatouage biométrique sur le bras du patient, il émit un long silence. Puis il déclara « Ce marquage était réservé au profil de niveau 0, protocole Ouroboros. Si votre homme le porte, alors il n'est pas censé être en vie, ou du moins pas censé être retrouvé. » Ce témoignage confirma ses pires soupçons. Lucien avait été volontairement effacé, avec la complicité d'un réseau entier. Et aujourd'hui, chaque geste de Claire vers la vérité dérangeait une mécanique bien huilée. À mesure que sa recherche avançait, son image publique se dégradait. Un article anonyme fut publié sur un blog médical, la décrivant comme « une ancienne soignante aux tendances obsessionnelles ». Son nom commença à apparaître sur les moteurs de recherche associés à des mots-clés comme « troubles du comportement »,« fausse infirmière »,« dérive médicale ». Quelqu'un, quelque part, orchestrait une campagne de calomnie. Malgré cela, Claire garda le cap. Elle savait que le point de bascule approchait. Un soir, alors qu'elle observait les vidéos de surveillance obtenues par un contact du journaliste, elle aperçut une séquence troublante. Un homme en blouse blanche, badge masqué, entrant dans la chambre du patient à une heure où aucune intervention n'était programmée. Il restait à peine 6 minutes, puis repartait, sans qu'aucun soin ou mise à jour ne soit consigné. À la lumière d'une analyse poussée, il s'avéra que cet individu n'apparaissait sur aucun planning de garde. Claire comprit qu'on ne cherchait pas seulement à l'éloigner. On préparait quelque chose. Une extraction, un transfert clandestin, une élimination discrète. Tout était possible. Elle tenta alors de joindre une dernière fois une de ses anciennes collègues de confiance, Julie, une infirmière qu'elle avait formée. Après plusieurs tentatives, Julie accepta un rendez-vous dans un parc discret à la périphérie de la ville. Tremblante, la jeune femme lui confia « On parle de déplacer le patient, la nuit. Aucun document, aucun transport. Officiel. Juste une voiture noire et 2 hommes en civil. On ne sait pas quand, mais c'est pour bientôt. » La panique s'empara de Claire, mais aussi une certitude implacable. Elle n'avait plus que quelques jours, peut-être quelques heures, pour agir. Elle envoya immédiatement toutes ses preuves aux journalistes, les rassembla dans un double dossier, chiffré, les plaça sur 2 plateformes d'archivage protégées avec un système de diffusion automatique programmé. Si elle disparaissait, les informations seraient publiées. Dans les heures qui suivirent, elle commença à surveiller les abords de l'hôpital. Elle repéra plusieurs véhicules inhabituels. L'un d'eux, un SUV noir sans plaque avant, stationnait chaque nuit à la même heure dans une ruelle voisine. Aucun agent de sécurité ne semblait le remarquer. Lorsqu'elle tenta de le photographier, il démarra brusquement et disparut. Cette atmosphère d'urgence devint suffocante. Claire ne dormait plus. Elle mangeait à peine. Son esprit était en alerte constante. Mais elle n'était pas seule. Le journaliste, plus engagé que jamais, lui proposa une solution. Identifier
un allié au sein même du réseau qui avait conçu le programme Ouroboros, quelqu'un qui, aujourd'hui, pourrait vouloir faire tomber ce système. Ils avaient un nom, une piste, et une dernière chance d'empêcher Lucien d'être effacé. Une seconde fois. Lyon, plongé dans le brouillard hivernal, offrait à Claire un anonymat salvateur. Le ciel plombé et la rumeur constante de la ville camouflaient ses allées et venues, lui permettant de poursuivre ses recherches sans attirer l'attention immédiate. Le peu de sommeil qu'elle parvenait encore à trouver n'était que de brefs assoupissements entre deux appels codés, deux rendez-vous secrets, deux découvertes qui alimentaient son obsession. Il n'y avait plus de place pour le doute. Lucien Delacroix était bien vivant, plongé dans un coma artificiel orchestré par un cercle de proches et d'ennemis à la fois, dans une manœuvre aussi complexe que méthodique. La disparition d'un milliardaire n'était jamais un hasard. Elle était planifiée, exécutée et surtout justifiée par des intérêts colossaux. Le nom soufflé par le journaliste résonnait dans son esprit, Samuel Kessler, ancien associé de Delacroix, ingénieur en algorithmes de sécurité, fondateur discret d'un réseau parallèle de défense des données biométriques. L'homme avait disparu du paysage médiatique depuis plus de 2 ans, après avoir vendu sa part de la société Sentinellis pour une somme confidentielle. Officiellement, il vivait reclus dans une villa à l'écart de Zurich. Officieusement, selon les sources du journaliste, il aurait continué à observer les mouvements de ses anciens partenaires. Et d'après une correspondance interceptée, il ne serait pas étranger à la mise en place des premiers protocoles du projet Ouroboros. Ce fut donc vers lui que Claire décida de tourner ses espoirs. Obtenir un contact avec Kessler fut une épreuve. Le journaliste mobilisa toutes ses ressources, anciens confrères, pirates éthiques, informateurs dans les milieux financiers. Après plusieurs tentatives ignorées, ils reçurent finalement une réponse énigmatique sans signature. Si elle veut parler, qu'elle vienne seule. Aucun appareil, aucun témoin. Lieu, viaduc de la Morge, demain 22 heures. Le message était à la fois un test et un avertissement. Claire, malgré la peur grandissante, accepta sans hésiter. Le lendemain soir, emmitouflée dans un manteau noir et un bonnet gris, elle prit un train régional pour rejoindre le petit village suisse proche du viaduc. Le froid transperçait la laine, le vent hurlait entre les arbres dénudés, et l'obscurité recouvrait les montagnes comme un linceul. Lorsqu'elle arriva au lieu de rendez-vous, une silhouette l'attendait, immobile, adossée à la rambarde. L'homme, grand, sec, le visage mangé par une barbe négligée, la dévisagea sans émotion. Il portait une veste d'alpiniste et des lunettes opaques. Il ne tendit pas la main. « Vous êtes l'infirmière » dit-il simplement. Claire acquiesça. « Il est en vie. On va le faire disparaître. Définitivement. Vous avez contribué à ce système. Aidez-moi à l'arrêter. » Kessler ne répondit pas tout de suite. Il observa les arbres qui bordèrent la route, comme pour s'assurer qu'ils étaient seuls. Puis il murmura. « Vous ne comprenez pas à quoi vous avez mis les pieds. Ce n'est pas seulement de la croix. C'est un projet qui dépasse un seul. Homme, Ouroboros devait être une sécurité ultime. Ils en ont fait une prison. » Il lui tourna le dos quelques instants, puis revint avec une clé USB dissimulée dans une poche intérieure. Ceci contient le code source du système de veille, le programme qui maintient son état de coma. Une fois désactivé, le corps cherchera à sortir naturellement de la torpeur. Il peut mourir ou se réveiller. Vous devez l'utiliser directement sur l'appareil principal, dans sa chambre. C'est dangereux, mais c'est la seule option. Claire prit l'objet, les doigts engourdis par le froid. Et après ? Kessler lui lança un dernier regard. Après, vous disparaîtrez. Si vous réussissez, ils n'auront plus besoin de vous faire taire. Vous serez juste un problème de communication. Mais si vous échouez, ils vous effaceront. Comme lui. De retour à Lyon, Claire ne perdit pas une minute. Elle se coordonna avec le journaliste pour mettre en place un plan d'action. Le dossier complet serait transmis à plusieurs médias d'investigation à heure fixe, sauf si elle envoyait un message de confirmation. Cela leur donnait une fenêtre de 12 heures. Une seule tentative. Un seul moment. Le lendemain, Claire, vêtue comme une technicienne de maintenance, réussit à pénétrer à nouveau dans l'hôpital en empruntant un badge copié discrètement des jours plus tôt. Elle connaissait les horaires, les routines de sécurité, les angles morts des caméras. À 2h50 du matin, elle était dans le couloir du service devant la porte de la chambre de Lucien. Elle respira profondément, entra et ferma derrière elle.
Le moniteur clignotait lentement. Le corps de l'homme semblait plus maigre, plus figé qu'avant. Claire s'approcha de l'appareil de contrôle, ouvrit le compartiment sécurisé avec un outil improvisé et inséra la clé USB. L'écran s'obscurcit brièvement, puis une série de lignes de code apparut. Le système entama une séquence d'analyse. Elle suivit les instructions laissées par Kessler. Désactivation de la surveillance invasive, relâchement progressif des inhibiteurs neuronaux. Une alarme silencieuse clignota, mais elle avait prévu ce délai. 30 secondes, pas plus. Elle murmura doucement, penchée vers le visage de Lucien. « Si vous m'entendez, c'est le moment. Vous devez revenir. » Le système émit un bip long, puis l'écran afficha « Statut, redémarrage cognitif en cours ». Elle savait que cela ne signifiait pas un réveil immédiat, mais c'était la première fissure dans le mur. Claire quitta la pièce sans se retourner, repassant par les mêmes couloirs vides. Le plan avait fonctionné. Reste à savoir si Lucien répondrait à cet appel. Dans les jours qui suivirent, elle observa de loin à travers les contacts que le journaliste entretenait encore dans l'hôpital. Le service restait muet, aucun changement visible, aucun transfert annoncé. Mais une tension était palpable. Quelque chose s'était passé. Et le système, cette machine invisible et tentaculaire, avait été secouée. Elle attendit, prête à agir à nouveau, car la prochaine étape ne dépendait plus d'elle seule, mais de la volonté de cet homme, enfoui dans les limbes, de briser son propre oubli. Le silence qui suivit l'infiltration de Claire dans la chambre de Lucien fut plus assourdissant que le fracas de n'importe quelle alarme. Durant 48 heures, aucune information ne filtra. Ni du personnel resté à l'hôpital, ni de Julie, l'infirmière complice, ni du journaliste, dont les relais au sein de la presse semblaient soudainement injoignables. Tout était figé. L'hôpital, comme un organisme blessé, s'était replié sur lui-même, refermant ses couches sur la blessure invisible que Claire y avait infligée. Elle attendait, le souffle suspendu, observant les actualités, consultant ses messageries cryptées, recevant les mêmes réponses, rien à signaler. Et pourtant, elle le sentait. Ce calme n'était pas naturel. C'était un calme construit, imposé, maintenu de force pour empêcher quelque chose d'éclater. C'est au matin du 3e jour que le coup tomba. Le journaliste la réveilla par un appel direct, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Sa voix était grave, précipitée, sans détour. « Ils savent. Ton visage est sur une liste. Ils ont obtenu les images de la caméra thermique. Le transfert a été ordonné. Lucien ne sera plus là ce soir. Il part pour une destination inconnue. » Claire bondit de son lit. Elle savait que ce jour arriverait, mais le choc fut plus brutal qu'elle ne l'avait imaginé. Elle tenta de contacter Julie sans succès. Tous les canaux semblaient avoir été coupés. L'hôpital était devenu un bunker. Aucune entrée, aucune sortie. Même le système informatique semblait verrouillé sous une nouvelle architecture de sécurité. Elle essaya de se connecter à distance avec un accès détourné qu'elle avait réussi à créer dans les jours précédents. Un écran noir apparut avec une seule phrase en rouge. « Accès restreint. Surveillance en cours. » Ce message n'était pas une erreur, c'était un avertissement. Au même moment, le journaliste, poursuivant ses investigations, découvrit que plusieurs dossiers médicaux avaient été effacés. Pas seulement celui de Lucien, mais d'autres, liés à des patients jamais enregistrés dans les systèmes habituels. Des fantômes médicaux, hébergés temporairement, soignés discrètement puis déplacés sans trace. Une cellule spéciale avait été identifiée, relevant directement d'un ministère extérieur à la santé publique. Une structure parallèle, opérant dans les marges de la loi. Le niveau de danger venait de changer. Claire décida de retourner une dernière fois à proximité de l'hôpital. Elle ne cherchait pas à y entrer. Elle voulait voir, comprendre, anticiper. À distance, elle observa l'entrée du service. Vers 22 heures, une fourgonnette noire pénétra dans le parking arrière. Elle n'arborait aucun logo, mais son immatriculation correspondait à un véhicule de la sécurité privée internationale. 2 hommes en costume sortirent, accompagnés d'un médecin qu'elle ne reconnut pas. Ils n'appartenaient pas à l'équipe habituelle. Moins d'1 heure plus tard, ils ressortirent avec une civière, recouverte d'un drap stérile. Le patient était inconscient. Lucien. Ils ne prirent pas l'ascenseur habituel, mais une sortie secondaire, dont seuls les membres de la direction connaissaient encore l'existence. Ce fut pour Claire comme une mort en direct.
Elle resta figée sur le trottoir opposé, incapable de bouger, de parler. Toutes ses actions, tous ses risques, toutes ses preuves semblaient s'effondrer d'un coup. Il l'avait battue. Il avait réussi à le faire disparaître une seconde fois, cette fois dans une ombre plus profonde, plus inaccessible. Et avec lui, tout espoir d'éveil. Elle rentra chez elle brisée, en silence, sans parler aux journalistes. Elle passa la nuit entière à effacer ses fichiers, à brûler ses notes, à effacer ses traces. C'était fini. Elle ne voulait pas finir comme lui, dans un oubli sans retour. Mais le lendemain matin, elle reçut un appel depuis un numéro crypté. Une voix, mécanique, déformée, lui dit simplement « Tout n'est pas perdu, il est vivant, et il n'est plus sous leur contrôle ». Puis la ligne coupa. Elle resta interdite, incapable de déterminer la nature de ce message. Était-ce un piège, une tentative de manipulation, ou l'ombre d'un allié encore actif dans le système? Dans les heures qui suivirent, le journaliste confirma que la clinique vers laquelle le patient avait été déplacé n'était pas répertoriée. Le véhicule avait quitté Lyon en direction des Alpes, puis avait disparu du radar. Aucun signal GPS. Aucune caméra de péage ne l'avait détecté. Un vrai trou noir. Mais il ajouta un détail que Claire n'avait pas prévu. Il y a un mouvement en interne. Quelqu'un de l'ancien réseau de Delacroix commence à bouger. Un ancien conseiller. Peut-être un témoin. Et il m'a contacté. Claire sentit une lueur minuscule renaître. Un fil fragile, mais réel. Ce conseiller, ancien bras droit de Lucien, connaissait peut-être l'ensemble du projet Ouroboros. Peut-être savait-il où Lucien avait été emmené, et surtout, peut-être avait-il une raison de parler. Le journaliste lui proposa un rendez-vous, cette fois à Paris, dans un hôtel discret du 10e arrondissement, là où les informations les plus dangereuses se murmurent dans le velours des fauteuils fatigués. Avant de partir, Claire consulta son compte bancaire. Le solde était à 0. Son compte avait été bloqué pour activité suspecte. Elle n'avait plus rien, plus d'emploi, plus d'identité professionnelle, plus de ressources, mais elle avait encore sa volonté, intacte. Et tant que Lucien n'était pas déclaré mort, tant que son corps n'avait pas été découvert, il existait encore une chance, une seule, une dernière. Elle prit le train pour Paris, le regard fixé sur les reflets du paysage. Elle se sentait vide, épuisée, érodée par les événements. Mais en même temps, une conviction nouvelle s'installait. Ce n'était plus seulement l'histoire d'un patient, c'était une guerre contre l'effacement, et elle n'avait pas encore perdu. Le train filait à vive allure vers Paris, et dans le reflet de la vitre, Claire observait non pas son propre visage, mais celui d'une femme qui lui semblait désormais étrangère. Ses traits étaient creusés par les nuits sans sommeil, ses yeux cernés par une vigilance constante, et ses mains tremblaient légèrement chaque fois qu'elle saisissait son téléphone. Pourtant, derrière cette silhouette usée par la lutte, subsistait une lucidité intacte. Elle savait que cette rencontre à venir ne serait pas simplement une étape de plus. C'était peut-être la dernière avant l'implosion d'un système dont elle ne mesurait encore qu'une fraction. À pas son arrivée, elle traversa Paris sous une pluie fine, ses pas résonnant sur les trottoirs brillants. Le journaliste l'attendait dans le hall discret d'un hôtel 3 étoiles, dissimulé derrière la gare de l'Est. Il lui tendit un parapluie sans mot dire et l'entraîna dans un salon privé situé au sous-sol. Là, un homme l'attendait, déjà. La soixantaine avancée, costume sombre, cheveux poivre et sel soigneusement coiffés. Regard inquiet dissimulé derrière des lunettes à monture fine. Il se présenta d'une voix calme. Michel Vaubecourt, ancien directeur des opérations stratégiques de Delacroix Technologies. Claire serra sa main, méfiante, tout en s'asseyant. L'homme ne perdit pas de temps. Il sortit de sa mallette une série de documents datés de plusieurs années, contenant des notes confidentielles, des relevés de réunions, des extraits de contrats. Tous portaient la marque de Delacroix. Il parla longtemps, d'une voix posée, sans emphase. Il raconta comment, 3 ans plus tôt, le groupe avait été déchiré par une guerre d'actionnaires violente. Des divisions internes avaient émergé autour de la gestion des données sensibles, notamment celle des clients à très haut risque. Lucien, malgré sa position de fondateur, avait été isolé par ses propres collaborateurs. Il représentait une gêne, un frein à certaines ambitions plus radicales.
On avait commencé par lui retirer ses prérogatives, puis ses accès. Finalement, une opération discrète fut mise en place pour le neutraliser, officiellement pour raisons de santé mentale. En réalité, il avait été mis à l'abri dans un état de coma contrôlé, dans un lieu tenu secret, même pour certains membres du Conseil. Ce que vous avez découvert n'est qu'une partie du plan, déclara Vaubecourt. Mais vous avez mis en péril une architecture très ancienne. Claire l'interrompit. Pourquoi parlez-vous maintenant? Pourquoi ne pas avoir empêché cela plus tôt? L'homme baissa les yeux. J'ai obéi, puis j'ai fui. J'ai quitté le pays, changé de nom. Mais en apprenant que quelqu'un avait réussi à le localiser, à créer une brèche, j'ai compris que je ne pouvais plus me taire. Il lui confia alors une adresse. Pas celle de la clinique actuelle, qu'il disait ne pas connaître, mais celle d'un ancien centre de stockage médical, situé dans les Alpes, autrefois utilisé par le groupe comme base secondaire pour des clients extraterritoriaux. Selon lui, ce site avait servi à préparer la disparition de Lucien. Il suggéra que c'était peut-être encore là que l'on conservait les archives, les dispositifs techniques, voire les agents qui avaient permis la dissimulation. Claire nota tout, déterminée à s'y rendre. Vaubecourt lui tendit un petit boîtier en métal, de la taille d'un briquet. Ceci est un déclencheur de sécurité biométrique. Il ne sert plus à rien aujourd'hui, mais si vous le placez à proximité d'un terminal lié à Ouroboros, il pourrait activer une séquence d'urgence. C'est risqué et incontrôlable, mais ça pourrait aussi déclencher une désactivation forcée. Elle prit l'objet, consciente de sa valeur potentielle. Le journaliste, qui observait la scène avec attention, proposa alors un plan. Ils partiraient ensemble dans les Alpes, dans une voiture louée sous un faux nom. Claire resterait en retrait, pendant qu'il prendrait contact avec les personnes autour du centre. Mais elle, seule, pourrait franchir les barrières internes, car elle disposait désormais de l'expérience, de la connaissance du patient et du déclencheur biométrique. Une nouvelle tentative, un nouvel affrontement. Ils partirent le lendemain, à l'aube. La route jusqu'aux montagnes fut longue, sinueuse, noyée de brouillard. Claire resta silencieuse tout le trajet, son esprit tournant à pleine vitesse. Elle se remémorait chaque détail. Le regard de Lucien dans son coma, la température de sa peau, le rythme irrégulier de son cœur les jours où elle avait lu à son chevet. Il y avait eu un lien inexplicable, profond, et il ne pouvait avoir été unilatéral. S'il lui avait ressenti, perçu, reconnu quelque chose, alors elle ne s'était pas trompée. Il fallait le sortir de là. Il fallait que quelqu'un lui tende la main pour briser le cercle. À leur arrivée, ils découvrirent un bâtiment ancien, à moitié enterré dans la roche, dissimulé derrière des sapins denses. Aucun panneau, aucune caméra visible. Mais des empreintes récentes dans la neige indiquaient une activité discrète mais réelle. Ils observèrent pendant plusieurs heures. 3 hommes en uniforme de sécurité sortirent à intervalles réguliers, parfois accompagnés d'un médecin. Aucune ambulance, aucun signal de réseau. Le journaliste détourna leur attention par une fausse alerte à l'extérieur du périmètre. Claire, elle, contourna le grillage en rampant sous une clôture faiblement électrifiée. Elle atteignit une porte secondaire entr'ouverte, gardée par un verrou numérique. Elle posa le déclencheur biométrique contre le terminal. Un signal sonore se fit entendre, puis la lumière passa du rouge au vert. La porte s'ouvrit. À l'intérieur, un couloir étroit aux murs blancs, illuminé par des néons froids. Des portes alignées, des chambres, des bureaux, des laboratoires. Elle se dirigea vers la source sonore d'un moniteur, une chambre différente des autres, plus grande, un lit médicalisé au centre, et sur ce lit, le corps de Lucien. Il était encore là. Transféré, oui, mais pas hors de portée. Elle s'approcha lentement, posa une main sur la sienne. Sa peau était tiède, sa respiration régulière. Mais un détail changeait tout. Ses paupières bougeaient, ses doigts imperceptiblement tremblaient. Claire, les larmes aux yeux, murmura simplement « Je suis là, je suis revenu. Tu peux ouvrir les yeux. » Et pour la première fois, Lucien réagit. Une contraction du visage, un soupir profond, puis un mot. À peine audible, mais réel. Claire. La pièce baignait dans une lumière pâle, presque irréelle, diffusée par un plafonnier médical dont le bourdonnement sourd n'arrivait pas à masquer le bruit lointain des machines de surveillance. Claire resta un instant figée, sa main encore posée sur celle de Lucien,
les yeux rivés sur son visage. Ce nom prononcé d'une voix brisée, à peine audible, résonnait dans l'espace comme une onde de choc. Claire. Ce n'était pas un hasard, pas un murmure inconscient échappé d'un délire neurochimique. C'était un appel, une réponse, un contact réel. Elle scruta son visage, guettant le moindre mouvement. Ses paupières bougèrent encore, lentement mais cette fois avec une intention, comme si ses yeux cherchaient à percer la membrane qui séparait l'inconscience du monde. Elle recula légèrement, se retenant de le secouer, de l'interpeller avec force. Elle savait que tout allait se jouer dans les minutes à venir. Trop de stimuli, trop de précipitations, et le choc neurologique pourrait être irréversible. Mais l'instant était là. Il revenait. Après des mois de silence, après les couches d'oubli volontairement imposées, quelque chose, au plus profond de son cerveau, se rebellait. Et cette voix intérieure, cette silhouette constante qu'il avait dû percevoir même dans le coma, c'était elle. Elle observa les moniteurs, rythme cardiaque en hausse, activité cérébrale fluctuante mais orientée, pression stabilisée. Ce n'était pas un spasme, c'était un éveil progressif. Lucien respirait plus profondément, ses lèvres remuèrent, sans qu'un mot ne sorte. Puis ses yeux s'ouvrirent, non pas brutalement, mais avec la lenteur de celui qui découvre un monde après l'éternité. Ses pupilles dilatées mirent quelques secondes à s'ajuster à la lumière. Il ne parla pas tout de suite. Il la regarda. Et dans ce regard, il y avait la reconnaissance, la confusion et une sorte de gratitude animale, brute, venue d'un endroit que ni les protocoles médicaux, ni les manipulations technologiques ne pouvaient atteindre. Claire sentit ses genoux céder. Elle s'assit, le cœur battant à tout rompre. Lucien, toujours muet, tenta de bouger les doigts. Il échoua, mais l'effort était là. Son regard se fixa à nouveau sur elle. Il cligna, des yeux plusieurs fois, comme s'il essayait de parler avec son regard. Claire, prenant une profonde inspiration, approcha doucement son visage. « Tu n'as pas besoin de parler. Pas maintenant. Mais tu es là, tu es revenu et je ne partirai pas. » Elle savait que le réveil serait progressif, que le corps, affaibli, mis en sommeil depuis des mois, voire des années, mettrait du temps à récupérer ses fonctions. Mais elle savait aussi que le lien qu'ils avaient tissé n'était pas imaginaire. Il avait perçu sa présence, senti sa voix, sa chaleur. Et dans cette pièce glacée, au cœur d'un complexe médical oublié de tous, c'était cette présence humaine, sincère, obstinée, qui l'avait ramenée. Mais l'émotion ne la fit pas oublier le danger. Elle se leva brusquement, verrouilla la porte de la chambre avec le levier d'urgence, puis colla l'oreille contre la paroi. Aucun bruit, pas encore. Le journaliste devait se tenir près dehors, mais elle n'avait aucun moyen de communication à l'intérieur. Elle retourna au chevet de Lucien, sortit de sa poche un petit bloc-notes et un crayon. Elle y écrivit « Tu t'appelles Lucien Delacroix. Tu as été mis en sommeil de force. Tu es en sécurité maintenant. Je m'appelle Claire. Je suis infirmière. Je t'ai trouvé. Et je vais te sortir d'ici. » Elle lui montra le papier. Il mit quelques secondes à lire, ses yeux vacillants luttant pour rester centrés. Une larme coula lentement sur sa tempe. Soudain, une alarme silencieuse s'activa. Dans le couloir, un témoin lumineux passa du vert au rouge au-dessus de la porte. Claire se redressa. Quelqu'un approchait. Elle avait verrouillé manuellement, mais ce ne serait pas suffisant longtemps. Elle observa la pièce à la recherche d'une sortie, mais il n'y en avait pas. Lucien, de son côté, avait tenté de redresser la tête avec une lenteur douloureuse. Elle le stoppa doucement. « Pas encore. Repose-toi, je vais gérer. » Elle se pencha sur le terminal médical et lança une séquence de désactivation en urgence, masquant l'état neurologique réel du patient, faisant croire à une chute d'activité. Si quelqu'un lisait les données de l'extérieur, il penserait à un nouvel effondrement. Elle espérait gagner ainsi quelques minutes. Elle ajusta les moniteurs, recouvrit Lucien avec une couverture et rangea le bloc-notes. Puis elle s'assit à nouveau feignant de lire un dossier comme si rien ne s'était passé. La porte trembla. Une voix s'éleva de l'extérieur. Ouverture d'urgence. Protocole de surveillance activé. Elle ne répondit pas. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit avec un sifflement mécanique. 2 hommes en blouse blanche, suivis d'un agent de sécurité, pénétrèrent dans la pièce. Ils fixèrent Claire, surpris. Elle joua l'étonnement. « Il n'y a eu aucun changement. J'étais ici pour un contrôle de routine. Vous pouvez vérifier les données. »
L'un des hommes consulta les relevés, fronça les sourcils, puis hocha la tête. Rien d'anormal. Fausses alertes, probablement dues au redémarrage du système central. Ils restèrent en quelques secondes de plus, puis ressortirent, refermant la porte derrière eux. Claire n'osa pas bouger. Lucien la regardait encore, les yeux brillants d'une conscience douloureuse. Il savait que chaque seconde désormais comptait. Lorsque tout fut calme à nouveau, elle se pencha une dernière fois vers lui. « Ce n'est pas fini, mais tu es là, tu n'es plus seul. Et cette fois, ils ne pourront pas t'effacer. » Elle savait que les prochaines heures seraient décisives. Il faudrait organiser une extraction, un transfert sûr, un lieu où il pourrait se rétablir loin des regards. Mais elle avait une nouvelle force en elle, alimentée par ce regard revenu du néant, par cette voix qui avait franchi l'abîme pour la rejoindre. Lucien était réveillé, et rien ne pourrait désormais l'arrêter. Les jours qui suivirent, le réveil de Lucien Delacroix se déroulèrent comme un jeu d'échecs silencieux. Chaque mouvement de Claire pesé, calculé, mesuré contre une possible réaction adverse. L'état de Lucien restait fragile, mais son esprit, malgré les séquelles de l'endormissement prolongé, montrait une étonnante clarté. Il avait du mal à articuler. Son corps répondait encore par à-coups, mais sa mémoire, du moins des bribes cruciales, revenait. Claire passa des heures entières à l'aider à se repérer dans le temps, à lui raconter ce qui s'était passé, à lui décrire ce qu'elle avait découvert. Elle évita volontairement les détails les plus douloureux, mais elle ne lui cacha pas qu'il avait été effacé, éliminé des bases de données, ni que son entourage avait participé activement à sa disparition. Lucien, malgré sa faiblesse, écoutait avec une intensité glaçante. Sa voix, cassée, rauque, ne pouvait prononcer que des mots courts. Mais un soir, après que Claire eut terminé de lui lire les derniers bulletins d'information sur les mouvements financiers de l'entreprise qu'il avait fondée, il articula distinctement « Il faut parler maintenant ». Ces 3 mots déclenchèrent une mécanique que Claire et le journaliste avaient préparée depuis plusieurs semaines. Ils n'attendaient qu'un signal pour déclencher la cascade d'événements. Le lendemain matin, à 8 heures précises, un dossier complet fut envoyé de manière simultanée à plusieurs rédactions nationales et internationales. Le Monde, Mediapart, The Guardian, Der Spiegel. Il contenait des copies de documents internes à Delacroix Technologies, des photos de Lucien dans son lit d'hôpital, des extraits de son dossier médical falsifié et un témoignage vidéo préenregistré de Claire. Dans cette vidéo, elle ne cherchait pas à faire pleurer. Elle ne criait pas. Elle ne dénonçait pas avec colère. Elle racontait. Les faits, les observations, les silences. Elle y exposait l'inhumanité d'un système capable d'ensevelir un homme sous le coma, non pour le protéger, mais pour le neutraliser, le rendre invisible, le priver de ses droits les plus élémentaires. Elle parlait sans ornement, avec cette sincérité brute qui transperce les mensonges institutionnels. La vague fut immédiate, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les premières chaînes d'information reprirent l'affaire sous l'angle du sensationnalisme. Un milliardaire disparu retrouvé vivant dans une clinique secrète. Puis vinrent les questions plus sérieuses. Comment un homme aussi influent avait-il pu disparaître sans enquête? Pourquoi les autorités sanitaires n'avaient-elles rien vu? Quel rôle avaient joué les anciens partenaires de Delacroix? L'affaire prit une dimension politique, lorsque plusieurs députés européens exigèrent l'ouverture d'une commission d'enquête sur la gestion des données biomédicales et la légalité des protocoles de coma prolongés. À l'hôpital, Public de Lyon, l'effet fut dévastateur. Ceux qui s'étaient moqués de Claire, qui avaient participé à son isolement, qui avaient signé sa suspension, furent soudain convoqués pour rendre des comptes. Les communications internes, jusque-là protégées, furent saisies par un groupe d'investigation indépendant. On découvrit des échanges accablants entre la direction et des représentants privés de la sécurité biomédicale. Le mot Ouroboros figurait dans plusieurs mails cryptés. L'existence d'un protocole parallèle, financé par des entités privées, fut rendue publique. Les médias commencèrent à interroger d'anciens employés de Sentinellis, dont certains, inspirés par le courage de Claire, décidèrent enfin de parler. Des visages floutés racontèrent les réunions à huis clos, les tests menés sur des patients riches volontaires, les contraintes de silence, les disparitions sans déclaration. Ce qui avait commencé comme une affaire isolée devint un scandale d'État. L'un des partenaires de Lucien fut arrêté à Genève en tentant de fuir avec une valise remplie de documents. D'autres prirent la fuite, certains vers Dubaï.
d'autres vers des paradis fiscaux moins regardants. Mais le plus bouleversant fut sans doute la vidéo enregistrée par Lucien lui-même, 3 jours après son réveil officiel. Faible mais conscient, il s'adressa au monde depuis une pièce épurée, accompagné d'un avocat et d'un médecin. Dans un discours court mais percutant, il remercia Claire, la nomma publiquement, déclara qu'elle avait sauvé non seulement un homme, mais ce qui restait de dignité dans un monde obsédé par le profit et l'effacement des faibles. Il ne lança pas d'accusation. Il annonça simplement qu'il coopérerait avec les autorités, qu'il reprendrait part à la vie publique, non pas pour diriger une entreprise, mais pour dévoiler ce que l'on cache sous les couches glacées des protocoles secrets. Claire, submergée par la notoriété soudaine, reçut des centaines de messages de soutien, des anciens patients, des collègues de province, des inconnus, mais aussi des menaces, des avertissements anonymes. Elle fut placée sous protection temporaire par une cellule spécialisée en témoins civils. Elle ne répondit à aucun média, refusant les invitations au plateau, les sollicitations pour des livres ou des documentaires. Elle ne voulait pas devenir une héroïne médiatique. Elle voulait seulement que Lucien vive libre et que plus, jamais personne ne soit réduit à une enveloppe muette sous prétexte de sécurité. Malgré cela, la pression ne cessa pas. Les responsables de la clinique alpine furent arrêtés, mais certains disparaissaient mystérieusement avant leur audition. Des preuves furent effacées, des fichiers corrompus. On sentait que les ramifications de l'affaire allaient bien au-delà de Delacroix Technologies. Mais désormais, il n'était plus possible de faire marche arrière. Lucien, affaibli mais lucide, choisit de rester sous la supervision médicale de l'équipe de Claire qui l'exigea à ses côtés. Dans une clinique privée placée sous surveillance indépendante, il poursuivit sa réhabilitation. Chaque jour, il récupérait un peu plus de sa mémoire, un peu plus de ses forces, et avec elle, la conscience d'avoir été trahi, puis sauvé, par ceux qu'il croyait connaître, et une inconnue qui avait refusé de détourner les yeux. L'image de Claire, silhouette discrète et droite à côté du lit de Lucien, fit le tour du monde, non comme un symbole de scandale, mais comme un rappel silencieux que l'humanité parfois peut triompher là où tout semblait perdu. Les semaines qui suivirent la déclaration publique de Lucien Delacroix marquèrent un tournant à la fois pour lui et pour Claire. Tandis que la presse poursuivait son déluge d'articles et que les commissions d'enquête élargissaient leur investigation, un calme relatif s'installa autour de la clinique privée où Lucien avait été transféré. Protégé par une équipe de sécurité dédiée, médicalement supervisée par une cellule indépendante, la clinique fonctionnait comme une bulle hors du tumulte, hors de la pression médiatique, hors du temps. C'était dans ce silence retrouvé que Lucien entreprit sa véritable renaissance. Claire, contre toute attente, avait accepté de rester à ses côtés, non par devoir, ni par fidélité aveugle, mais par cohérence intérieure. Elle avait traversé l'ombre pour le retrouver. Il n'était pas question pour elle de l'abandonner au seuil de sa rémission. Elle supervisait désormais un groupe restreint de soignants recrutés avec soin, veillant à ce que chaque geste soit respectueux, chaque décision médicale validée sans ingérence extérieure. Son rôle avait changé de nature. Elle n'était plus seulement infirmière, mais garante d'un équilibre fragile entre protection et autonomie, entre accompagnement et libération. Lucien, bien qu'encore marqué physiquement par les séquelles de son coma prolongé, retrouvait peu à peu ses repères. La kinésithérapie intensive redonnait vigueur à ses muscles, l'orthophonie restaurait sa voix, les exercices de mémoire structuraient à nouveau son passé. Il n'était pas toujours cohérent. Certains souvenirs revenaient en vagues floues, d'autres restaient enfouis, peut-être à jamais. Mais chaque jour apportait un progrès, un mot de plus, un geste plus précis, une conscience plus affûtée. Un matin, alors qu'il marchait lentement dans le jardin intérieur de la clinique, appuyé sur une canne, il s'arrêta devant Claire, la fixa longuement et dit simplement « Ce n'est pas moi qu'on voulait effacer, c'était ce que je savais, ce que je représentais. » Ces mots pleins de lucidité confirmèrent ce que Claire avait toujours pressenti. Derrière le sommeil imposé, il y avait non seulement une volonté d'annihiler un homme, mais aussi de faire taire une mémoire, une voix capable de dévoiler ce que d'autres avaient intérêt à maintenir dans l'ombre. La reconnaissance officielle ne tarda pas à venir. Lors d'une conférence de presse organisée à la clinique même, soigneusement filtrée, sans présence physique de journalistes, Lucien apparut pour la première fois en public depuis son réveil. Il parla lentement, avec une voix encore
fragile mais ferme. Il raconta sans exagération les faits. Il n'accusa personne nommément, mais décrivit les mécanismes de pouvoir, les jeux d'influence, la peur que suscitait celui qui voulait trop protéger les libertés numériques. À la fin de son allocution, il remercia Claire devant le monde entier, prononçant son nom avec une intensité qui ne laissa aucun doute sur le rôle qu'elle avait joué. Sans elle, je ne serais pas ici. Et ce n'est pas seulement ma vie qu'elle a sauvée. C'est une idée. L'idée qu'un être humain ne doit jamais être réduit à un silence administratif. Ce discours fit le tour du monde. Il fut traduit en 12 langues, relayé par toutes les agences de presse, et inspira une vague d'initiatives civiques pour la régulation éthique des technologies médicales de haute sécurité. Le Parlement européen lança un groupe de « travail sur les comas induits non thérapeutiques ». Des fonds furent débloqués pour des audits dans les cliniques privées. Et partout, le nom de Claire Moreau apparaissait comme le symbole discret mais puissant d'une résistance bienveillante. Pour elle, cette reconnaissance fut autant un soulagement qu'un poids. On la sollicitait pour des conférences, pour des publications, pour des honneurs. Elle refusa la plupart. Elle restait au chevet de Lucien, comme elle l'avait toujours fait, loin des projecteurs, convaincue que c'était là que se jouait l'essentiel. Lorsqu'un représentant du ministère de la Santé lui proposa une médaille pour services exceptionnels, elle répondit simplement « Je n'ai pas servi, j'ai soigné ». Mais le monde, lui, ne voulait pas l'oublier. Un mécène anonyme, dont l'identité ne fit aucun doute, finança la création d'un centre de soins alternatifs à Lyon, un espace centré sur l'humain, la parole, la dignité des patients. Claire accepta d'en devenir la directrice, à condition qu'elle puisse continuer à exercer au contact quotidien des malades. Le centre baptisé la Maison Claire ouvrit ses portes 6 mois plus tard. Il devint un modèle, étudié, copié, adapté à d'autres contextes en Europe. Lucien, encore en convalescence, visita le centre dès son ouverture. Il n'y fit pas de discours. Il marcha simplement dans les couloirs, s'arrêta devant les chambres, regarda les visages. À la sortie, il confia à Claire « C'est ici qu'on guérit vraiment. Pas dans les machines, dans les regards. » Ils restaient discrets l'un envers l'autre. Leur lien tissé dans l'ombre ne cherchait ni statut, ni forme prévisible. Il y avait entre eux une entente muette, une complicité faite de respect, de reconnaissance mutuelle, d'une intimité sans besoin de mots. Ils ne formaient pas un couple au sens traditionnel, mais un tandem indissociable, chacun gardien de la reconstruction de l'autre. Un soir, alors que le ciel s'assombrissait sur Lyon, Claire s'arrêta sur la terrasse de la clinique. Elle regarda les lumières de la ville, pensa à tout ce qu'elle avait traversé, au silence du début, au regard méprisant, au couloir glacé, et à cette chambre, la première, où un homme sans nom avait changé sa trajectoire. Elle ne regrettait rien. Pas un geste, pas une décision. Derrière elle, Lucien s'approcha. Il resta un moment sans parler, puis murmura « Tu m'as ramené à la vie. C'est à moi maintenant de protéger la tienne. » Claire, les bras croisés, répondit sans se retourner « On se protège mutuellement, c'est ça, le vrai soin. » La vie à Lyon avait repris un cours plus calme, mais rien n'était vraiment revenu à la normale. Le scandale autour du protocole Ouroboros, les révélations sur les cliniques secrètes, les noms cités et effacés, les aveux partiels et les silences achetés avaient laissé des traces profondes dans la société française et au-delà. Pourtant, pour Claire Moreau, ce tumulte ne semblait plus qu'une rumeur lointaine. Sa réalité était faite de présences simples, des mains à tenir, des patients à écouter, des soignants à accompagner. Sa clinique, la Maison Claire, fonctionnait désormais à plein régime, et bien qu'on tentât encore de l'enrôler dans des projets plus ambitieux, plus politiques, elle restait fidèle à cette mission initiale, offrir un soin où la dignité ne soit jamais négociable. La structure qu'elle avait bâtie, avec l'aide d'une donation anonyme qu'elle n'avait jamais eu besoin de questionner, accueillait chaque mois des dizaines de patients venus de toute la région, parfois même d'autres pays. Des cas lourds, souvent oubliés par le système classique, mais aussi des personnes simplement en quête d'un espace plus humain pour guérir ou vieillir. Elle avait recruté une équipe pluridisciplinaire, formée à des pratiques respectueuses du rythme de chacun. Ici, on ne chronométrerait jamais une toilette. On ne bâclerait pas une fin de vie.
On ne déciderait pas du silence de quelqu'un sans avoir épuisé toutes les voies du dialogue. Claire ne s'était pas éloignée de Lucien, mais ils avaient, ensemble, décidé de ne pas transformer leur lien en quelque chose que les autres pourraient décoder trop facilement. Ils se voyaient régulièrement, souvent dans le jardin intérieur du centre, parfois autour d'un dîner discret dans l'appartement de Claire, situé non loin de la place Bellecour. Il lui arrivait de passer la nuit sur le fauteuil, un livre à la main, veillant sur lui non plus par devoir mais par amitié profonde. Il n'y avait jamais eu de déclaration officielle, pas de geste spectaculaire, mais une constance dans l'attention, une fidélité de regard qui suffisait à faire comprendre à quiconque qu'ils n'étaient pas seulement deux survivants. Ils étaient deux existences recomposées à partir du même fragment de nuit. Lucien, de son côté, avait refusé de reprendre ses fonctions passées. Il ne voulait plus entendre parler de conseils d'administration, de sièges à pourvoir, d'actions à surveiller. Il avait confié ses parts restantes à une fondation dont l'objet serait exclusivement dédié à la protection des droits des patients inconscients. Son rôle devint celui d'un passeur. Il rencontra des familles, témoigna dans des colloques médicaux fermés, répondit à des étudiants en médecine, incitant chacun à penser l'éthique non comme une règle, mais comme une question à poser chaque jour. « Celui que vous voyez dormir n'est pas vide », disait-il souvent. « Il vous entend même si vous n'en savez rien. » Leur nom, pourtant, restait lié à l'affaire. On les évoquait ensemble dans des articles d'archives, des podcasts, des émissions spéciales. Claire s'y faisait. Elle n'aimait pas la notoriété, mais elle en acceptait l'utilité. Chaque fois qu'un nouveau patient franchissait les portes de sa clinique en murmurant « Je suis venu ici parce que je vous ai entendu parler », elle comprenait que les conséquences de son choix initial continuaient à se déployer, parfois douloureusement, parfois dans des élans inattendus, mais toujours avec un sens que rien ne pouvait effacer. Un après-midi d'automne, alors que le vent balayait les feuilles mortes dans le jardin du centre, Claire s'assit sur un banc, un carnet sur les genoux. Elle avait commencé à écrire, pas pour publier, pas pour répondre aux éditeurs qui l'implorèrent de raconter son histoire, mais pour elle-même. Elle notait les détails que personne ne connaissait. Le moment précis où elle avait compris que Lucien n'était pas un inconnu, l'intensité du silence dans la chambre isolée, la violence des moqueries, l'étrange regard du premier visiteur en costume, la sensation de marcher sur un fil tendu entre vie et disparition. Elle écrivait pour ne pas oublier, mais aussi pour ne pas s'enfermer dans la mémoire, car la vie continuait. Chaque jour amenait de nouvelles urgences, de nouvelles décisions, et elle savait qu'un jour elle finirait par transmettre ce qu'elle avait appris. Non comme un récit héroïque, mais comme un témoignage modeste de ce qu'une infirmière peut accomplir quand elle décide, envers et contre tous, de ne pas détourner les yeux. Ce soir-là, en sortant de la clinique, elle traversa la rue et marcha lentement jusqu'à la passerelle du collège, surplombant le Rhône. Les lumières de la ville se reflétaient dans l'eau sombre. Lyon semblait respirer paisiblement. Claire s'arrêta au milieu de la passerelle, observa le fleuve, les passants, les silhouettes pressées. Elle pensa à l'autre Claire, celle d'il y a 1 an, celle qu'on appelait l'infirmière de conte de fées, qu'on humiliait dans les couloirs d'un hôpital débordé. Elle n'éprouvait ni rancune ni amertume, juste une forme de gratitude étrange, parce que sans cette moquerie, sans cette solitude, elle ne serait jamais devenue ce qu'elle était désormais. Elle entendit des pas derrière elle. Lucien s'approchait, les mains dans les poches, son pas encore un peu hésitant, mais résolu. Il s'arrêta à ses côtés. Aucun mot ne fut échangé. Ils regardèrent simplement ensemble le fleuve, les lumières, la ville. Et dans ce silence partagé, Claire sut qu'un cycle s'était clos, qu'ils avaient survécu à l'oubli, qu'ils avaient reconstruit quelque chose qui ne portait pas de nom, mais qui avait plus de force que tous les titres. Ils tournèrent les talons et reprirent leur marche, sans précipitation, côte à côte.